Musique en été est de retour. On vous emmène devant les scènes du Jardin botanique et du Parc Lagrange dans un instant. La théorie de l'évolution est au cœur de la nouvelle exposition des conservatoires et jardins botaniques. On vous fait découvrir le rôle de cette institution dans le maintien de la biodiversité tout à l'heure. 88 artistes ont été invités à afficher sur des espaces publicitaires en ville de Genève. On part en balade en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Après des mois d'attente, c'est le grand retour des concerts en plein air. À Genève, de nombreux artistes sont programmés dans le cadre de Musique en été. C'est une manifestation qui existe depuis longtemps, donc qui existe depuis une quarantaine d'années. Mais cette année, évidemment, c'est une année un peu particulière. Donc, on est installé sur 2 sites. On a le jardin botanique ici les mardis et les mercredis soirs à 21h et la San Ella Fitzgerald le jeudi et le vendredi à 19h. Pour profiter des concerts malgré la pandémie, chacun des 2 lieux dispose de mesures sanitaires adaptées. Au jardin botanique, la jauge a été limitée à 500 personnes, ce qui permet d'assister aux concerts assis ou debout sans avoir besoin de présenter un certificat Covid ni de porter un masque. C'est un peu la vie d'avant, mais à 500. Et puis donc sur la San Ella Fitzgerald, le jeudi et le vendredi, on a une jauge qui est plus grande, qui est plus importante, mais là il y a un pass Covid qui est nécessaire pour rentrer. 2 formules qui permettent de profiter des concerts dans des conditions que l'on n'avait plus vécues depuis bien longtemps. Là, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'avoir ces 2 sites avec des contraintes différentes sur ces 2 sites qui permettent quand même à un maximum de gens de pouvoir profiter de la manifestation. Côté programmation, l'affiche se veut éclectique. Du classique au jazz, sans oublier les musiques actuelles ou les musiques du monde, il y a de quoi séduire tous les publics. Peut-être aussi une des seules bonnes choses que nous a amené ce Covid, c'est que ça nous a obligés aussi un petit peu à nous focaliser un peu plus sur ce qui se fait autour de chez nous. Donc évidemment à Genève, en Suisse romande, partout en Suisse, mais aussi dans les alentours en France. Donc voilà, on a eu un peu ce focus un peu plus sur ce qui se fait dans la région, mais voilà, on est très content de la programmation cette année. Musique en été, c'est tous les soirs, du mardi au vendredi, jusqu'au 27 août. La théorie de l'évolution est au cœur de la nouvelle exposition des conservatoires et jardins botaniques. On est parti à la rencontre des 2 commissaires de l'exposition pour comprendre le rôle que joue cette institution chère au cœur des Genevois dans la conservation de la biodiversité. Premier arrêt de notre périple, cette grande structure et les 200 noms qui y sont inscrits. Car le fait de nommer une espèce a une importance considérable. Tant qu'elles ne sont pas nommées, c'est comme si elles n'existaient pas. Et puis à partir du moment où elles sont nommées, et si par exemple elles sont en danger, eh bien ça va donner l'obligation à l'État, par exemple, de les protéger, quand l'État a ratifié un certain nombre de conventions internationales. Donc finalement, ça leur donne un statut juridique qui est extrêmement important. Les noms donnés aux espèces sont en latin et composés de 2 parties, le nom de genre et le nom d'espèce. Le fait d'avoir cette référence et cette même façon de nommer les espèces permet justement d'en parler, y compris entre langues différentes et entre pays différents. Parmi les 220 espèces citées, 180 ont été nommées par les scientifiques des conservatoires et jardins botaniques depuis l'année 2000. Les 40 autres rendent hommage à des chercheurs de l'institution. Dipsis gautieri, donc là, gautieri, donc cette espèce a été dédiée à Laurent Gautier, qui est un spécialiste des sapotacées. Et là, vous en avez un autre, Schotantia calcicola, où cette fois-ci, c'est le nom de genre qui a été donné en hommage à Alain Chotan, qui est un spécialiste des Gesneriacées. L'exposition nous offre aussi une vision plus large de l'évolution de la biodiversité. Sur ce mur, un arbre phylogénétique. On y voit une frise temporelle qui part du début de la vie sur Terre il y a 4,3 milliards d'années. À l'autre extrémité, le présent. Une sélection très variée d'espèces vivant toujours sur Terre y est représentée avec un concept fort, que l'on soit une plante, un dauphin ou un humain, nous sommes tous cousins. Si on part à l'envers effectivement de l'être humain, on remonte le temps notre branche et là on arrive à une intersection ou un nœud qui représente l'ancêtre commun qu'on a avec notre espèce cousine la plus proche sur cet arbre qui est le chimpanzé. Et
il faut remonter à peu près 7 millions d'années en arrière pour trouver un ancêtre commun. Si je veux trouver un ancêtre commun avec l'ornithorynque, qui est juste ici, avec qui on partage moins de caractéristiques communes, il va falloir que je remonte beaucoup plus en arrière dans le temps jusqu'à arriver à ce point-ci, qui représente l'ancêtre commun de tous les mammifères actuels qui devaient vivre il y a à peu près 180 millions d'années. Et ce qui permet aux chercheurs de rassembler les espèces, ce sont les synapomorphies. Ce sont en fait des caractères partagés par tous les descendants de ce point-là. Donc si on revient par ici sur nos mammifères par exemple, on voit que la plupart des mammifères, sauf l'ornithorynque, descendent de ce point numéro 31. Et si on regarde la légende du point 31, c'est en fait le placenta, l'apparition du placenta, qui est unique à tous les descendants de cette branche-là en fait. Mais alors comment savoir à quel moment dans l'histoire ces synapomorphies se sont développées ? La réponse nous est donnée par des fossiles dans cet autre arbre phylogénétique. En trouvant les bons fossiles dans certaines strates, où on arrive à dater de manière assez précise à quelle période vivait cet être vivant, ça va nous permettre d'étalonner notre arbre et de trouver des points bien précis dans le temps, où on sait que par exemple la divergence entre les plantes à fleurs et les gymnospermes, ça se passe à ce moment-là dans le temps, et pas plus tôt ou pas plus tard. Toutes ces représentations nous permettent de mieux comprendre la biodiversité. Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'une espèce est menacée ? On a 2 espèces, la littorelle uniflore et le glaïeul des marais, sur lesquelles on a travaillé au Conservatoire et Jardin botanique pour les sauvegarder. Donc ce sont des plantes en danger qui ont été cultivées, ce qu'on appelle ex situ, donc ici au jardin, pour être réintroduites ensuite sur place dans leur milieu d'origine. Le but, c'est vraiment d'essayer de protéger un maximum les espèces, mais surtout aussi les milieux dans lesquels ils sont, pour garder vivant, on va dire, l'ensemble des interactions entre espèces qu'il y a dans un milieu et qui est extrêmement importante, qui sont extrêmement importantes pour la survie des espèces. Un travail minutieux réalisé par les équipes des conservatoires et jardins botaniques. Pour en savoir encore plus, allez découvrir l'exposition Le Grand Bazar de l'évolution jusqu'au 17 octobre. Quand l'art envahit nos rues. Cet été, ils sont 88 artistes à présenter leur travail dans les rues de Genève. En guise de support, des espaces publicitaires. Cette démarche, intitulée I Love Artistes d'ici, avait déjà eu lieu en décembre passé. Au vu du succès rencontré, 2 sessions d'affichage ont lieu cet été. Une première a eu lieu en juillet, la seconde débute quant à elle le 10 août. Alors que la pandémie a empêché les artistes d'exposer et même parfois de créer, I Love Artistes d'ici leur permet enfin de retrouver le public et d'exprimer leur créativité et leur talent.